Le procès avec Monsieur de Luxembourg, renvoyé au Parlement, y recommença avec la même vigueur, la même partialité, la même injustice. Comme nous nous vîmes exclus d'en sortir, nous ne songeâmes plus qu'à chercher les moyens d'obtenir l'assemblée de toutes les chambres, selon la forme de pairie, l'usage et le droit en pareil procès. Pour y parvenir, il n'y avouait que deux voies, la procédure ou la négociation. La dernière étouait bien la plus sûre si elle réussissait. Mais la difficulté étouait la situation où nous nous trouvions avec le premier président qui pouvait seul assembler les chambres à sa volonté, mais avec qui nous ne gardions plus de mesure. Fort peu de nous le saluaient lorsqu'il le rencontrait, pas un n'allouait chez lui, quoique nous sollicitassions tous nos autres juges, et tous parlouaient de lui sans ménagement. Il le sentait d'autant plus vivement que c'était l'homme du monde le plus glorieux, le plus craint, le plus ménagé, et qui n'avouait jamais été mené de la sorte. Et, ce qui le touchait le plus, c'étaient les plaintes prouvées que nous faisions de sa probité et de son injustice, parce qu'il se piquait là-dessus de la plus austère vertu, dont nous faisions tomber le masque. Personne ne se voulut donc charger d'une négociation aussi difficile avec lui, lorsque monsieur de Chaulnes, qui s'était acquis une grande réputation et une grande considération par les siennes au dehors, voulut bien hasarder celle-ci. C'était sous la corpulence, l'épaisseur, la pesanteur, la physionomie d'un bœuf, l'esprit le plus délié, le plus délicat, le plus souple, le plus adroit à prendre et à pousser ses avantages, avec tout l'agrément et la finesse possible, jointe à une grande capacité et à une continuelle expérience de toutes sortes d'affaires, et la réputation de la plus exacte probité, décorée à l'extérieur d'une libéralité et d'une magnificence également splendides, placée et bien entendue, et de beaucoup de dignité avec beaucoup de politesse. Il eut du premier président l'heure qu'il désira. Il ouvrit son discours par les raisons que nous avions de nous plaindre de son procédé, et lui fit sentir après, avec délicatesse, qu'il n'y a point de place où on ne soit exposé à des ennemis, que tout le monde était convaincu de sa partialité pour monsieur de Luxembourg, que 16 pairs de France, et dont plusieurs fort bien auprès du rouet, ou grandement établis, n'étaient pas toujours impuissants à beaucoup nuire, que seul le moyen d'effacer sa partialité de l'idée publique et de regagner les pairs qu'il s'était si grandement aliénés, était l'assemblée de toutes les chambres pour les juger, et de lui en donner sa parole positive, qu'il voulut bien lui avouer que nous l'avions prié de lui faire cette proposition, bien moins par aucune espérance de succès, que pour n'avouer rien à reprocher à leur conduite à son égard, pénétrer définitivement où nous en étions avec lui, et éclater ensuite avec plus de raison et moins de mesure. Le poids avec lequel ce discours fut prononcé étourdit le premier président qui se mit sur une défense de sa conduite avec nous, confuse et embarrassée. Monsieur de Chaulnes vit qu'il ne tendait qu'à échapper, le remit sur l'assemblée des chambres et le pressa vivement. Serré de si près, il se retrancha sur la difficulté de le faire et diminua tant qu'il put son autorité à cet égard. Monsieur de Chaulnes n'avouait garde de s'y laisser tromper. Il se servit habilement de sa faiblesse pour les personnes de crédit à la cour et de sa propre vanité. Il lui représenta qu'inutilement il voudrait lui persuader qu'il n'était pas maître d'assembler les chambrées toutes les fois qu'il le voulut, qu'on s'avouait bien que c'est honnêteté à lui et non pas un devoir d'en prendre avis de la grand-chambre, et qu'on ne s'avouait pas moins qu'il était tellement le maître de ses délibérations que, quand même celle de la grand-chambre y serait nécessaire, ce n'était pas une difficulté qu'il pût objecter, ni qui pût être reçue, dès que son intention serait véritable de nous accorder l'assemblée de toutes les chambres.
Ces raisons ne donnèrent pas, à la vérité, de meilleurs sentiments au premier président, mais bien un vif repentir de ne s'être pas assez ménagé avec nous, et un regret cuisant sur l'intérêt de sa réputation, qui lui arrachèrent enfin la parole positive qu'il donna à monsieur de Chaulnes, pour nous, qu'il assemble rouer toutes les chambres pour la continuation et le jugement de notre procès, après un long raisonnement pour mieux faire valoir cet effort. Le lendemain, monsieur de Chaulnes rendit compte à notre assemblée du succès inespéré de sa négociation, et il reçut de nous tous les remerciements si dignement mérités. Nous publiâmes ensuite cet engagement si solennellement pris par le premier président avec tout ce que nous y pûmes ajouter pour compenser nos plaintes et pour l'engager de plus en plus. Mais notre politique et notre confiance en la parole du premier président furent bientôt confondues. Il ne put tenir contre ces intimes liaisons prises avec monsieur de Luxembourg, il lui lit l'aveu de la parole qu'il avouait donner, et ne put résister à s'engager à lui de ne la pas tenir. L'intérêt de monsieur de Luxembourg était grand d'empêcher l'assemblée des chambres. Il aurait fallu y revoir sommairement tout le procès pour l'instruction de tant de nouveaux juges. Leur nombre était difficile à corrompre, et l'autorité du premier président, en laquelle étaient remises toutes les espérances de monsieur de Luxembourg, était entière sur la grande chambre, et faible sur toutes les chambres assemblées. La frayeur que monsieur de Luxembourg en avouait conçue le trahit par la jouée qu'il ne put dissimuler de l'avouer rompu. Il nous en revint des soupçons. Monsieur de Chaulnes résolut de s'en éclaircir, et prit prétexte d'une autre affaire pour voir le premier président. Il le trouva embarrassé avec lui, et bientôt ce magistrat lui en avoua la cause par un discours confus qui tendait à éluder sa parole. Monsieur de Chaulnes le pressa avec surprise, et lui dit qu'il ne pouvait croire ce qu'il entendait, et qu'il le priait de se souvenir qu'en grande connaissance de cause, il lui avouait donné sa parole nette, précise, positive, d'assembler toutes les chambres pour la continuation et le jugement de notre procès. Le premier président, avec un air respectueux et ce masque de sévérité qu'il ne quittait jamais, avoua qu'en effet il la lui avouait donnée, forcé par son éloquence et par son autorité, mais qu'il se repentait de s'être engagé trop légèrement, qu'il était nécessité par de sérieuses réflexions de lui déclarer qu'il se trouverait dans l'impossibilité de l'effectuer, et tombant tout court en des respects et des compliments sans fin, se mit à reconduire monsieur de Chaulnes, qui n'avouait point du tout envie de s'en aller, mais comme il faisait toujours à ceux dont il se vouloit défaire. Monsieur de Chaulnes, indigné de se voir si étrangement éconduit, le quitta en lui protestant qu'il avouait sa parole, qu'il ne vouloit ni ne pouvait la lui rendre, qu'au reste il pouvait en manquer et à lui et avec lui, à tout ce qu'il y avouait de plus distingué dans le royaume, et en user tout comme bon lui semblerait. Le duc vint nous en rendre compte dans une assemblée extraordinaire. Il y fut résolu non seulement de ne plus garder aucune mesure avec un homme aussi perfide, mais de chercher encore tous les moyens possibles de le récuser, et après, tous ceux d'obtenir par la procédure l'assemblée de toutes les chambres, surtout de ne rien oublier pour tirer le procès en longueur, suivant nos précédentes résolutions. On peut juger du bruit, des plaintes et des discours qui, de notre part, suivit ce manquement de parole contre un homme sur lequel aucune considération ne pouvait plus nous retenir, et contre lequel nous ne pouvions plus employer d'autres armes. Aussi en fut-il d'autant plus outré qu'il voyait sa réputation s'en aller en pièces, et qu'il n'avouait quoi que ce soit à opposer au fait que nous publiions, et qu'il était bien loin d'être accoutumé à un éclat si soutenu, et qui ne ménageait pas plus les termes que les choses. Pour en venir à sa récusation, voici ce dont on s'avisa. Ce fut de mettre en procès le duc de Rohan avec l'avocat général, fils unique du premier président, parce que la maxime reçue est que, qui est en procès avec le fils, ne peut être jugé par le père.
Cet avocat général avouait épouser une riche héritière de Bretagne, dont 2 belles terres relevaient du duc de Rohan. Il fut donc prié d'en vouloir bien faire demander le dénombrement, et d'ordonner à ses baillis de former un procès bon ou mauvais à l'avocat général, pourvu que c'en fût un, et il le promit de bonne grâce. Mais, comme ses réflexions sont plus lentes que ses décisions, je pense qu'il se repentit bientôt de l'engagement qu'il avouait pris. On s'en douta bientôt, et on le pressa d'engager quelque procédure dont il ne se put défendre. Le premier président en fut bientôt averti, et sentit aussitôt ce que cela voulait dire. Sa passion de demeurer notre juge l'emportant sur son orgueil, il n'est soumission qu'il ne fit, et ne fit faire à Paris et en Bretagne, à monsieur de Rohan, et tel qui ne s'exige pas même des moindres vassaux. Ce procédé flatta le duc de Rohan, déjà bien ébranlé par son irrésolution naturelle. Il voulut donc obliger le premier président en un point si sensible, et pour y parvenir, nous déclara à une assemblée qu'il s'en allouait à Moret, pêcher un grand étang qui demandait sa présence. Je sentis et ne pus souffrir cette défection. Je m'écriai que cet oué nous abandonnait dans la plus importante crise, où sa présence seule étouait plus nécessaire que celle de tous les autres ensemble, qu'il étouait inconcevable que la pêche d'un étang l'attirât à 2 lieues de Fontainebleau dans des moments si pressants où ces gens d'affaires, où tout au plus la duchesse sa femme suffirouait de reste, et qu'à l'heure que je parlouais, on en pêchouait 4 baux à la Ferté-Vidame, à 24 lieues de Paris, où ma mère ni moi n'avions jamais imaginé d'aller pour aucune pêche. Monsieur de Chaulnes, monsieur de la Rochefoucauld, tout ce qui étouait à l'Assemblée, duc et conseil lui firent les prières et les remontrances les plus pressantes. Mais le parti étouait pris. Il nous amusa seulement de la promesse de revenir dès que quelque chose presserouait et qu'on le manderouait. Le cas arriva en moins de 8 jours, où, sans le retour de monsieur de Rohan, toutes ces procédures contre l'avocat général tombaient. Un laquais de monsieur de la Trémoille lui fut dépêché toute la nuit, avec une lettre de son maître, tant pour lui que comme chargé de tous, et une de Riparfond, qui lui expliquait la nécessité pressante et indispensable du retour. Le courrier le fit éveiller. Il lut les 2 lettres, puis dit au laquais de faire ses excuses, mais que les affaires qu'il avouait à Moret ne lui permettaient pas de les quitter, et sans autre réponse, fit tirer son rideau et se tourna de l'autre côté. À l'arrivée du courrier, Riparfond fit une seconde lettre à monsieur de Rohan, de la dernière force pour l'engager à revenir. Elle fut signée de 10 ou 12 ducs qui se trouvèrent à l'Assemblée et portée tout de suite par notre courrier. Je m'étouais donné une violente entorse qui m'avouait empêché de me trouver aux 2 assemblées, d'où on avouait dépêcher ces 2 courriers. Je m'étouais instruit de ce qui s'y étouait passé. Je n'avouais donc point signé la lettre commune, ni écrit en particulier. Ma surprise fut donc grande de voir arriver ce second courrier chez moi, avec une lettre de monsieur de Rohan, par laquelle il expliquait ses prétendues raisons de demeurer à Moret, et me priait de faire ses excuses. J'envoyai aussitôt cette lettre à l'Assemblée, qui se tenait pour attendre la réponse. À sa lecture, l'indignation fut grande. On ne put plus douter de la défection préméditée, et on admira avec raison qu'un homme d'esprit comme monsieur de Rohan nous sacrifiât, et son honneur même, à une réconciliation personnelle dont il se flatouait par là avec le premier président, duquel l'orgueil ne lui pardonnerait jamais les bassesses qu'il lui avouait fallu faire pour se délivrer de ce procès. Le coup manqué de la sorte, nous nous tournâmes à d'autres moyens. Ce fut d'allonger par celui des ducs d'Uzès et de Lesdiguières. Ce dernier étouait un enfant sous la tutelle de sa mère, espèce de fée, demeurant presque toujours seul dans un palais enchanté, et sur qui presque personne n'avouait aucun crédit. Monsieur de Chaulnes, qui la voyait quelquefois, s'offrit de lui parler,
et il obtint la reprise de son fils avec nous, au lieu du feu duc son père, qui n'avouait pas encore été faite. De monsieur d'Uzès, je m'en chargeai. Et il voulut bien se joindre à nous sous prétexte que, si ces anciennes pairies renaissaient ainsi de leurs cendres, il s'en trouverait d'antérieur à son érection, qu'il avouait intérêt d'empêcher d'avance de pouvoir se mettre en prétention. Cependant, nous cherchions avec soin les moyens de nous récuser le premier président, lorsque son dépit nous les fournit lui-même. Nous vivions avec lui en attendant comme s'il l'était déjà. Magneux et Aubry, intendants de messieurs de la Trémoille et de la Rochefoucauld, également habiles et attachés à leur martre, et vifs sur notre affaire, étaient par là devenus odieux au premier président. Ils n'avouaient pu s'en cacher, nous le savions, et par cela même jamais ils n'entendaient parler de nous que par eux. Ce mépris que nous affections et que nous publiions même le désolait tellement qu'un jour qu'ils étaient allés lui parler, il leur dit qu'il ne pouvait pas douter que nous ne cherchassions toutes sortes de moyens pour le récuser, que la chose n'était pourtant pas difficile, puisque nous n'avions qu'à mettre le duc de Gesvres en cause, duquel il avouait l'honneur d'être parent. Il fut servi avec promptitude. Monsieur de Gesvres reçut le surlendemain une assignation de notre part. La raison s'envouait ci-dessus dans la généalogie. Il était fils de la fille et sœur des ducs de Piney-Luxembourg. Je ne comprends pas comment aucun de nous ni de notre conseil ne trouva pas ce moyen. Le premier président ne tarda pas à se repentir de nous en avouer avisé, mais il demeura récusé. L'affaire en resta là pour cette année. La belle saison rappela monsieur de Luxembourg et ses 3 fils en Flandre. Pas un de ces gens d'affaires, ni de ses protecteurs, ne voulurent s'en charger en son absence, non plus que l'abbé de Luxembourg son fils. La mort du duc de Sully, qui arriva pendant la campagne, fit un délai naturel de 4 mois, et la maladie de Portail, notre rapporteur, dura jusqu'à la fin de l'année, et gagna la mort de monsieur de Luxembourg, que je rapporterai en son temps. Cet hiver finit enfin la fameuse maison de Longueville, si connue par sa fortune inouïe et si prodigieusement soutenue jusqu'à son extinction. Monsieur de Longueville, qui parut tant de divers côtés pendant les troubles de la minorité de Louis XIV, n'avouait laissé que la duchesse de Nemours de son premier mariage avec la sœur de la princesse de Carignan et du dernier comte de Soissons, prince du sang, tué à la bataille de Sedan, le dernier de cette branche. De son second mariage avec la fameuse duchesse de Longueville, sœur de monsieur le prince, le héros, et de monsieur le prince de Conti, il n'avouait eu que 2 fils. Le cadet, d'une grande espérance, tué au passage du Rhin, sans alliance. L'autre, d'un esprit faible, qu'on envoya à Rome, que les jésuites empaumèrent et que le pape fit prêtre. Revenu en France, il devint de plus en plus égaré, en sorte qu'il fut renfermé dans l'abbaye de Saint-Georges, près de Rouen, pour le reste de sa vie, où il n'était vu de personne, et monsieur le prince prit l'administration de ses biens. Il mourut les premiers jours de février, et il se trouva un testament de lui fait à Lyon, allant à Rome, par lequel il donne tout son bien à son frère, tué depuis au passage du Rhin, et à son défaut, et de sa postérité, à madame sa mère, et après elle, à messieurs les princes de Conti, l'un après l'autre. L'aîné de ces princes était mort il y avouait déjà longtemps, en sorte que celui-ci devint le seul appelé à ce grand héritage que madame de Nemours résolut bien de lui contester. Monsieur de Soubise fit presque en même temps le mariage de l'héritière de Ventadour avec son fils aîné. Elle était veuve du prince de Turenne, fils aîné de monsieur de Bouillon, et son survivancier, tué à Steinkerque, est mort le lendemain, de ses blessures, écrivant à sa maîtresse. Il avouait montrer par plusieurs pointes qu'il n'était pas indigne arrière-petit-fils du maréchal de Bouillon,
pour ne parler de rien de plus récent. Et le cardinal de Bouillon en eut une telle douleur qu'il força le père Gaillard, jésuite, fort attaché à eux tous, d'en faire l'oraison funèbre. Il n'en avouait point eu d'enfant dans un assez court mariage, mais elle y avouait eu le temps de se faire connaître par tant de galanteries publiques qu'aucune femme ne l'avouait, et que les chansons qui avouaient moucher s'étouaient chantées en Flandre, dans l'armée où le prince de Rohan ne l'avouait pas épargné, et souvent et publiquement chantées. Elle avouait voulu épouser le chevalier de Bouillon qu'elle trouvait fort à son gré, et lui le désirouait fort pour les grands biens qu'elle avouait déjà et d'autres immenses qui la regardoient. Monsieur et madame de Ventadour ne vouloient pas ouïr parler d'un cadet fort peu accommodé. Monsieur et madame de Bouillon ne s'y opposaient pas moins, parce qu'ils désirouaient la remarier au duc d'Albret, devenu leur aîné, duquel elle ne vouloit en aucune sorte, tellement que, par concert de famille, le roué fut supplié d'envoyer le chevalier de Bouillon refroidir ses amours à Turenne, où ils le tinrent jusqu'à ce qu'il n'en fût plus question. Mais elle aussi tint bon à refuser l'aîné. Monsieur de Soubise regarda ce grand mariage comme la plus solide base de sa branche. Il avouait de bonnes raisons pour n'être pas difficile au chouet la beauté de sa femme, l'avouait fait prince et gouverneur de province, avec espérance de plus encore. La richesse d'une belle fille, de quelque réputation qu'elle fût, lui parut mériter le mépris du qu'en dira-t-on. En 2 mots, le mariage se fit. Il y avouait une vieille bourgeoise, au marais, chez qui son esprit et la mode avouaient toujours attirer la meilleure compagnie de la cour et de la ville. Elle s'appelait Madame Cornuelle, et Monsieur de Soubise étouait de ses amis. Il alla donc lui apprendre le mariage qu'il venait de conclure, tout enjoué de la naissance et des grands biens qui s'y trouvaient joués. « Oh, monsieur, lui répondit la bonne femme qui se mourut, et qui mourut 2 jours après, que voilà un grand et bon mariage pour dans 60 ou 80 ans d'ici. Le duc de Montfort, fils aîné du duc de Chevreuse, épousa en même temps la fille unique de Dangeau, chevalier de l'ordre et de sa première femme, fille de Morin dit le Juif, sœur de la maréchale d'Estrée. Elle passe pour très riche, mais aussi pour ne pas retenir ses vents, dont on fit force plaisanterie. Le duc de Villeroy, en même temps, épousa la seconde fille de madame de Louvoué, fort riche et charmante, sœur de monsieur de Barbézieux, et sœur aussi fort cadette de la duchesse de La Roche-Guyon. L'archevêque de Reims, son oncle, aussi humble sur sa naissance, comme tous les Tellier, que les Colbert sont extravagants sur la leur, et par cela même assez dangereux sur celle des autres. « Ma nièce, lui dit-il, vous allez être duchesse comme votre sœur, mais n'allez pas croire que vous soyez pareille, car je vous avertis que votre mari ne serait pas bon pour être page de votre beau-frère. » On peut juger combien cette franchise qui ne fut pas tue obligea son bon ami pourtant, le maréchal de Villeroy. Enfin, le marquis de la Châtre épousa la fille unique du premier mariage du marquis de Lavardin, chevalier de l'ordre, avec une sœur du duc de Chevreuse. Il y eut cet hiver force bals et plusieurs baux au palais royal, au premier desquels j'eus l'honneur de mener au branle madame la princesse de Conti, douairière, fille de Rouet, et le mardi gras, grande mascarade à Versailles, dans le grand appartement où le Rouet amena le Rouet et la reine d'Angleterre, après leur avoir donné à souper. Les dames y étaient partagées en 4 quadrilles, conduites par madame la duchesse de Chartres, mademoiselle, madame la duchesse et madame la princesse de Conti, douairière. Malgré la mascarade, on commença par le branle, et j'y menai la fille unique du duc de la Trémoëlle, qui était parfaitement bien faite, et qui dansait des mieux.
Elle est douée en moresse de la première quadrille qui l'emporta par la magnificence, et la dernière par la galanterie des habits. Les armées furent distribuées à l'ordinaire, la grande de Flandre à monsieur de Luxembourg, une moindre au maréchal de Boufflers, et le marquis d'Harcourt, son camp volant, celle d'Allemagne au maréchal de Large, celle de Piémont au maréchal Catinat, et le duc de Noailles chez lui en Roussillon. Le maréchal de Villeroy doubla sous monsieur de Luxembourg, et le maréchal de Joyeuse sous monsieur de Lorge. Le maréchal de Choiseul alla en Normandie avec un commandement fort étendu. Messieurs de Beuvron et de Matignon, chevaliers de l'ordre et lieutenants généraux de la province, firent difficulté de lui écrire Monseigneur. Ils reçurent ordre du rouet de le faire, et il fallut obéir. Monseigneur fut, après ses destinations, déclaré commander les armées en Flandre, et tous les princes avec lui. Le régiment que j'avouai acheter se trouvait en quartier dans la généralité de Paris, par conséquent destiné pour la Flandre, où je n'avouais pas envie d'aller après tout ce qui s'était passé avec monsieur de Luxembourg. Par le conseil de monsieur de Beauvilliers, j'écrivis au rouet mes raisons fort abrégées, et lui présentai ma lettre comme il en trouvait de son lever dans son cabinet. Le matin, comme il s'en allouait à Chantilly et à Compiègne pour faire des revues, et revenir incontinent après. Je le suivis à sa messe, et de là à son carrosse pour partir. Il mit le pied dans la portière, puis le retira, et se retournant à moi, « Monsieur, me dit-il, j'ai lu votre lettre, je m'en souviendrai. » En effet, j'appris peu de temps après qu'on m'avouait changé avec le régiment du chevalier de Sully, qui est toué à Toul, et qui a loué en Flandre en ma place, et moué en Allemagne en la sienne. J'eus d'autant plus de jouet d'échapper ainsi à monsieur de Luxembourg, et par une attention particulière du rouet, pleine de bonté, que je sus que monsieur de Luxembourg en eut un dépit véritable. Il y avouait quelques années que monseigneur avouait été fort amoureux d'une fille du duc de la Force, que, dans la dispersion de sa famille pour la religion, on avouait mise fille d'honneur de madame la dauphine, pour la première fille de duc qui eût jamais pris ces sortes de places, et le rouet en avouait charger la duchesse d'Arpajon, dame d'honneur, qui la logea et nourrit dans son appartement de Versailles, lorsque la chambre des filles fut cassée. On l'avouait depuis marié au fils du comte du Roure, avec la survivance de sa charge de lieutenant général de Languedoc, et quelque argent que le rouet donna pour s'en défaire honorablement, après quoi elle avouait reçu défense de venir à la cour par monsieur de Seignelay. Monseigneur le souffrit respectueusement, et se servit du marquis de Créqui pour continuer secrètement cette intrigue. Mais il arriva que le marquis et madame du Roure se trouvèrent au gré l'un de l'autre. Monseigneur le sut, ils se brouillèrent avec éclat, les présents furent rendus de part et d'autre, chose rare pour un dauphin, et le marquis de Créqui fut chassé hors du royaume, où il passa quelque temps. Cet hiver-ci, le feu mal éteint se ralluma. Madame du Roure ne put voir monseigneur à Versailles si secrètement que le rouet n'en fut averti. Il en parla à monseigneur, et il n'y gagna rien. Ce prince ne fit point ses Pâques, dont le rouet fut fort fâché, tellement qu'il chassa la dame en Normandie, dans les terres de son père, jusqu'à nouvel ordre. Monseigneur n'y sut faire autre chose que lui envoyer 1000 louis par Joyeux, son premier valet de chambre, et faire après ses dévotions. Le rouet avouait envie qu'il allât en Allemagne, mais il préféra la Flandre, par une intrigue qui se développa pendant la campagne. Et le rouet y consentit. Il choisit le bonhomme Lafeuillet, lieutenant général très distingué, de près de 80 ans, pour être son conseil à l'armée et ne rien faire sans son avis.
Cela ne devait pas être bien agréable à monsieur de Luxembourg, mais le roi voulut un mentor particulier à son fils. Il se souvint peut-être de ce qui s'était passé l'année précédente à Heilbronn, et il lui en voulut donner un dont il n'eut pas les mêmes inconvénients à craindre. La Feuillée eut la distinction de ne prendre point jour à l'armée, et d'y être pourtant reconnu et traité comme lieutenant général, toujours logé de préférence chez Monseigneur, ou le plus près de lui, avec défense expresse du rouet de faire les marches autrement qu'en carrosse, et de monter à cheval qu'auprès de Monseigneur, devant les ennemis. C'était un très honnête gentilhomme, doux, sage, valeureux, excellent officier général, et qui méritait toute cette confiance. Monsieur de Chaulnes alla en son gouvernement de Bretagne, le duc d'Aumont, bien qu'en année de premier gentilhomme de la Chambre, à Boulogne, le maréchal d'Estrée au pays d'Aunis, Saintonge et Poitou, et le maréchal de Tourville commanda l'armée navale, le comte d'Estrée une moindre, et à ses ordres en cas de jonction, dont Tourville demeura le maître. J'allais voir à Soissons mon régiment assemblé, je l'avouai dit au rouet, qui me parla longtemps dans son cabinet, et me recommanda la sévérité, ce qui fut cause que j'en eus dans cette revue plus que je n'aurais fait sans cela. J'avouais été voir les maréchaux de l'Orge et de Joyeuse, qui étaient revenus chez moi. J'étais bien avec le second, la probité de l'autre me plaisait, de sorte que je me trouvais aussi content d'aller en cette armée que je me serais trouvé affligé de servir en Flandre. Je partis enfin pour Strasbourg, où je fus surpris de la magnificence de cette ville et du nombre, de la grandeur et de la beauté de ses fortifications. J'eus le plaisir d'y revoir un de mes anciens amis, c'était le père Wolf, que j'envoyais d'avance, qui était en 5 ou 6 maisons de jésuites là autour, et qu'on trouva à Haguenau, où il était recteur. Il avouait été compagnon du père Adelman, confesseur de madame la dauphine, et comme dès ma jeunesse je savouais et parlouais parfaitement l'allemand, on prenait soin de me procurer des connaissances allemandes, et ces deux-là m'avouaient fort plu. À la mort de madame la dauphine, on les envoya en Alsace, mais on leur défendit d'aller plus loin. Le père Adelman ne se put tenir d'aller revoir sa patrie. Cela fut trouvé si mauvais que pour conserver sa pension du rouet, il fut obligé de s'en aller à Nîmes et de se confiner en Languedoc, où il mourut. Le père Wolf, plus sage, s'était tenu en Alsace et y demeura toujours. Nous fîmes quelques repas à la mode du pays dans la belle maison de monsieur Rosen, avec qui j'avouai fait amitié, la campagne précédente, en Flandre, où il servait de lieutenant général et était maître de camp général de la cavalerie et qui, très obligeamment, me l'apprêta depuis tous les ans. Je m'arrêtai 6 jours à Strasbourg, où je fus conseillé de prendre le Rhin jusqu'à Philippsbourg. Je pris pour moi et le peu de gens que je me nouai 2 redelins attachés ensemble, qui sont de très petits bateaux longs et étroits, fort légers, et d'autres pour ce qui me sut voué. Je couchai au Fort Louis, où j'arrivai de bonne heure, et que j'eus loisir de visiter en arrivant. Rouville, qui en était gouverneur, m'y reçut avec beaucoup de politesse et bonne chère. Et le lendemain, j'allai coucher à Philippsbourg, où Desbordes, gouverneur, me logea et me fit bonne chère et force civilité aussi. Là, je trouvai grande compagnie de gens qui allouaient joindre l'armée, entre autres le prince Palatin de Birkenfeld, capitaine de cavalerie d'Ambissy, extrêmement de mes amis. Le lendemain, nous partîmes pour aller joindre la cavalerie, campée à Obersheim, sous Mélac, lieutenant général. L'infanterie était sous Landau, avec les maréchaux et tous les officiers généraux. Dès que je fus arrivé, j'allai chez Mélac, qui me vint voir le lendemain. Je reçus la visite de tout ce qu'il y avouait de brigadiers et de maîtres de camp, et d'une infinité d'autres officiers,
et je leur fis aussi la mienne, c'est-à-dire au premier, ce camp, si voisin du Rhin, ressemblait par sa tranquillité à un camp de paix. Mais bientôt toute notre cavalerie alla passer le Rhin sur le pont de Philipsbourg et joindre de l'autre côté l'infanterie, qui y étouait déjà avec tous les généraux, et ce fut là que j'allai pour la première fois d'abord chez les deux maréchaux de France. J'allai aussi voir Villars, lieutenant général et commissaire général de la cavalerie, qui la commandait, et à mon loisir les principaux officiers généraux. Je me trouvais avec Soistre dans la brigade d'Arlus, qui fermait la gauche de la seconde ligne. C'étaient deux très honnêtes gens, fort sociables. Soistre était gendre de Montbron, chevalier de l'ordre et seul lieutenant général de Flandre, qui avoué était fort à la mode et qui se tenait presque toujours dans son gouvernement de Cambrai. Arlus était un vieil officier de distinction, gaillard et pourtant sachant fort vivre. Il avouait une charge d'écuyer du Rouet, et il était frère aîné de Vertilly, major de la gendarmerie, aussi fort galant homme. La veille de la Saint-Jean, dînant chez moi avec les marquis de Grignan, d'Arpajon et de Lautrec, et plusieurs officiers, nous apprîmes que les ennemis parouaient sur les hauteurs en assez grand nombre. Nous étions campés le cul dans le Necker, à la petite portée de canon d'Heidelberg, et nous en apprîmes la confirmation au quartier général, où nous courûmes. On donna divers ordres, et sur le minuit, l'armée se mit en marche. Barbezière étouait devant avec un assez gros détachement, pour les reconnaître au plus près qu'ils pourraient, mais avec défense de rien engager. Les petits détachements qu'il poussa devant lui s'approchèrent si près des ennemis qu'ils furent obligés de se reployer sur Barbezière, qui les blâma de s'être indiscrètement avancés. Au jour, qui commençait à se faire grand, il se reconnut fort inférieur à eux qui venaient à lui, et il envoya demander du secours au maréchal de Lorge. Ce général qui ne voulut rien entamer sans savoir bien ce qu'il faisait, fut fort fâché de cet engagement, envoya soutenir Barbezière et lui demanda de se retirer. Ce secours trouva les pistolets en l'air, mais les ennemis, qui n'étaient là qu'en détachement et qui crurent notre armée tout proche, ne suivirent plus Barbezière que mollement, qui fit sa retraite aisément. Cependant, l'armée continua sa marche en forme de croissant, en faisant de longues haltes. Elle arriva vers 1 heure après-midi, fort proche du village de Roth, et fort proche aussi des ennemis, qui occupaient les hauteurs de Wesloch, fort entrecoupées de haies et de vignes, dont le revers nous était inconnu. Le village de Wesloch était sur la crête, un peu en penchant et vers notre droite, et au bas de ces hauteurs, il y avait un ruisseau dont les bords étaient assez mauvais. Il vint un faux avis, et qui nous fit faire halte en colonne, que les bagages, qui marchaient en assez mauvais, étaient abandonnés et au pillage. Le maréchal de Joyeuse y poussa à toute bride, mais il apprit en chemin que ce n'était qu'une fausse alarme, et revint promptement sur ses pas. Les ennemis avouaient de petits postes sur ce ruisseau que j'ai dit, surtout un pour en garder un petit pont de pierre. Le comte d'Averne, brigadier de dragons, eut ordre de l'attaquer, et il l'emporta. Mais il y fut tué après les avoir chassés de là et poursuivi fort loin. C'était un Sicilien de condition, que le malheur, plus que le chouet, avouait jeté dans la révolte de sa patrie, et que M. de la Feuillade ramena avec quelques autres, lorsqu'il retira les troupes françoises de Sicile. Il fut fort regretté pour son mérite et sa valeur, et surtout de M. le maréchal de Lorge, à qui il s'était fort attaché, et à M. de la Rochefoucauld. Le marquis du Châtelet passa le ruisseau avec la brigade de Mérinville, qu'il commandait en son absence, et chassa les ennemis des hauteurs, aidés de quelques compagnies de gendarmerie.
Il n'y eut que les troupes qui formoient les deux ailes de la droite, par où on avouait marcher, qui eurent part à ce petit combat, dont le reste était trop éloigné. Le maréchal de Lorge, qui voyouait tout près des coteaux fourrés dont il ne connaissait ni les revers, ni ce qui y pouvait être de troupes, fit retirer les siennes, garda le ruisseau, et y campa dans la plaine, son quartier général à Roth. Il y demeura 8 jours avec beaucoup de précautions, jusqu'à ce que les magasins de farine à Philipsbourg, se trouvant épuisés et les fourrages mangés dans tout ce petit pays, puis ramena son armée en deçà du Rhin. Il fit la plus belle marche du monde. Il décampa de Roth à 11 heures du matin, à grand bruit de guerre, sur 9 colonnes, qui firent la caracole en partant, en présence des ennemis, qui occupaient l'autre côté du ruisseau, et campaient sur le revers des hauteurs qui étaient derrière, où le petit combat s'était donné. Toutes ces colonnes passèrent un bouet avec tant de justesse que dans la plaine de Schwetzingen, où elles se mirent en bataille aussitôt, chaque brigade s'y trouva dans son ordre et dans sa place. On défila ensuite avec grand ordre et promptitude, sur un pont et par un gué d'un gros ruisseau, les troupes en bataille, jusqu'à ce que ce fût à chacune de passer. Le maréchal de Joyeuse se tint au pont pour maintenir l'ordre et diligenter tout, et le maréchal de Lorge à son arrière-garde. Tout fut passé en 2 heures, parce que les vivres, l'artillerie et les gros menus bagages avaient pris les devants. On crut quelque temps que cette marche serait inquiétée, mais on sut après que le prince Louis de Baden, qui commandait l'armée impériale, ne l'avouait osé, et avouait dit tout haut aux siens que cette marche était trop bien ordonnée pour qu'il la pût attaquer avec succès. Nous campâmes aux Capucins de Philipsburg, où en allant toute l'armée s'était jointe, et comme tous les équipages étaient à Obersheim, avec la réserve et Romainville, qui la commandait, un des plus anciens et des plus dignes brigadiers de cavalerie. Chacun se fourra comme il put dans Philipsburg, où le gouverneur me fit donner la chambre du major, et où la châtre, qui en eut le vent, me fit demander de s'y venir réfugier avec moi. Le lendemain, le major nous donna à déjeuner, et tandis que l'armée défilait sur le pont du Rhin, j'allais faire ma cour aux 2 maréchaux, et de là je la fus joindre à Obersheim, où elle campa. Nous passâmes à Spire, dont je ne pus m'empêcher de déplorer la désolation. C'était une des plus belles et des plus florissantes villes de l'Empire. Elle en conservait les archives, elle était le siège de la chambre impériale, et les diètes de l'Empire s'y sont souvent assemblées. Tout y était renversé par le feu que M. de Louvois y avouait fait mettre, ainsi qu'à tout le Palatinat, au commencement de la guerre, et ce qu'il y avouait d'habitants, en très petit nombre, était huté sur ces ruines ou demeurant dans les caves. La cathédrale avouait été plus épargnée, ainsi que ses 2 belles tours et la maison des Jésuites, mais pas une autre. Chamilly, premier lieutenant général de l'armée et gouverneur de Strasbourg, demeura à Obersheim avec Vaubecourt, maréchal de camp, et toute l'infanterie. Les maréchaux, tous les officiers généraux, toute la cavalerie, et la seule brigade de Picardie allèrent à Osthoven et Westhoven, et 8 jours après, à Ginsheim, le cul dans le vieux Rhin. Ce fut là où se firent les réjouissances des succès de Catalogne.